Donc, bienvenue à toutes pour ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Donc, pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, Rose Up est une association qui est là pour vous informer, vous défendre et vous accompagner. Donc, sommes une association de patientes atteintes de cancer. Donc, nous vous informons via le Rose Magazine que vous connaissez certainement, mais également via notre site internet rose-up.fr. Donc, ce site internet contient non seulement le magazine, mais également des contenus exclusifs. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Donc, nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux. Et pour celles qui n'habitent pas ces grandes villes, via des ateliers en ligne comme celui d'aujourd'hui. Et enfin, nous défendons vos droits, puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Donc, nous, par exemple, nous déposons des plaidoyers pour le reste à charge, le droit à l'oubli, etc. Donc, je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et aujourd'hui, j'ai un webinaire sur la fertilité avec le docteur Decanter et je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes, je suis le docteur Decanter, je suis chef du service d'assistance médicale à la procréation et de préservation de la fertilité au centre hospitalier universitaire de Lille, hôpital Jeanne de Flandre. Ma thématique de recherche principale, c'est bien sûr la préservation de la fertilité, mais pas que. C'est la fertilité après les traitements du cancer, ainsi que toute la gynécologie qui est spécifique au cancer pendant la chimiothérapie, après la chimiothérapie, avec tous les inconvénients qu'on rencontre en tant que femme. Ça va de la sécheresse vaginale au désir d'enfant, aux problèmes sexologiques. Enfin, voilà, on a développé toute cette thématique. Et on a ouvert une structure qui est unique en Europe, en tout cas, qui est un observatoire de la fertilité après le cancer. Et donc, on a actuellement un peu plus de 1000 femmes adultes suivies dans cet observatoire de la fertilité. Elles sont reçues avant la chimiothérapie, suivies pendant et après, jusqu'à plus de 2 ans après la fin des traitements, ou davantage, hein, s'il faut aider à restaurer une fertilité ou une fonction ovarienne. Et on a également un observateur pédiatrique de la fertilité et du développement pubertaire après chimiothérapie. Et là, on a à peu près une centaine de petites filles ou d'adolescentes de moins de 15 ans qui sont dans cet observatoire, suivies depuis, je crois maintenant, ça fait 5 ans. C'est un peu moins ancien, l'observatoire pédiatrique. Et on travaille avec tous les centres belges, ainsi que les centres des Hauts-de-France pour cet observatoire pédiatrique. D'accord. Voilà. Alors, vous m'avez transmis des petites affiches que vous transmettez à vos patientes. Je pense qu'on le voit actuellement à l'écran. Donc effectivement, c'est un projet qui s'inscrit, qui est labellisé, qui est soutenu hein, bien sûr par les agences de lutte contre le cancer. Et dans le cadre d'un projet qui s'appelle, enfin qu'on a voulu nommer Elle va guérir puis voudra un enfant. Mais c'est bien plus large que ce que je vous ai dit, hein. Il y a également toute la question de la gynécologie spécifique au post-cancer et d'ailleurs aussi la gynécologie pendant la chimiothérapie. Donc, ces petits flyers que vous voyez hein, s'adressent à la fois aux petites filles, aux adolescentes, à leurs parents et aux jeunes femmes dites en âge de procréer. Donc, en général, l'observatoire, ça va jusqu'à 38-40 ans grand maximum. Et la préservation de fertilité, c'est avant 38 ans. Chez les enfants, on commence dès l'âge de 1 an. Hein. On a certaines techniques qu'on peut appliquer chez les bébés. D'accord. On a des micro-coupures, du coup, je pensais que vous aviez... Oui. Je vous ai interrompu. J'en profite juste pour rappeler aux personnes qui nous suivent que si vous voulez poser vos questions, pour celles qui nous suivent via Zoom, vous avez l'onglet questions-réponses qui doit se trouver en bas de votre écran pour les poser. Et pour les personnes qui nous suivent via Facebook, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je les transmettrai au fur et à mesure. Alors déjà, pour démarrer, on va commencer par la base. Quand on parle de fertilité chez la femme, on parle de quoi en fait? C'est quoi la fertilité? C'est la capacité, la facilité avec laquelle on va réussir à procréer. Et en sachant que c'est également on sait que certaines chimiothérapies, certains protocoles de chimiothérapie et la radiothérapie également peuvent altérer la fertilité. C'est-à-dire qu'en fait, leurs effets principaux, c'est de diminuer le stock de follicules qu'on a dans les ovaires avec lequel on est venu au monde.
Et ce stock de follicules, il est éminemment variable, déjà naturellement, d'une femme à l'autre. Donc, comme on vient au monde en étant brune, blonde ou rousse, on aura un stock folliculaire plus ou moins important en fonction de notre génétique, de notre généalogie. Et les chimiothérapies et la radiothérapie font diminuer de manière assez importante le stock de follicules. Et tout l'enjeu de cet observatoire de fertilité ou des suivis qu'on peut vous proposer, même ailleurs, hein, pas seulement dans les de France, c'est de voir si on a perdu beaucoup de follicules après la chimiothérapie et s'il en reste suffisamment pour obtenir une capacité de reproduction comme n'importe quelle femme qui n'aurait pas eu d'antécédent médical ni de traitement toxique pour les ovaires. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête et qu'on ne sait pas forcément ou qu'on a oublié, c'est que ce n'est pas comme chez les hommes où on a une production régulière de Par spermatozoïdes. millions. Là, Ouais. là, on a un stock à la naissance et puis, on reste avec le... Déjà, chez la femme, le stock, il est limité. Enfin, il chute vraiment en quantité dans les conditions physiologiques à partir de 37 ans et demi. Ça, c'est vraiment réglé de manière métronomique. Mhm. Ça chute à 37 ans et demi et à partir de 40 ans, ça devient vraiment préoccupant avec une diminution du nombre d'ovocytes, mais aussi de la qualité ovocytaire parce que les ovaires d'une femme, ça vieillit prématurément par rapport à la spermatogénèse d'un homme. C'est comme ça et pour l'instant, il n'y a aucun progrès médical ni en assistance médicale à la procréation qui est capable de circonscrire ce problème. Donc, c'est vrai que le stock folliculaire des femmes, c'est quelque chose de très, très précieux. Mhm. Et donc, nous, on est là pour intervenir avant s'il faut protéger ce stock folliculaire, mais pas que. Hein. Je pense qu'il y a à peu près, sur toutes les patientes qu'on nous envoie, que les oncologues nous envoient, on peut préserver la fertilité dans à peu près 30 à 50% des cas, parce que parfois, ce n'est pas possible d'un point de vue logistique, parfois il y a des contre-indications, parfois il y a une urgence à mettre en place la chimiothérapie qui nous interdit de faire quoi que ce soit. Mais par contre, on a, nous, des techniques pour aider à la procréation après. Il y a toute une spécificité de prise en charge qui mérite d'être connue. D'accord. On y reviendra. Alors, donc, l'information sur la préservation de la fertilité quand on a un cancer, c'est une obligation. Par contre, vous venez de le dire, on peut pas toujours être en mesure de le faire pour des questions d'urgence médicale ou autre. Est-ce que tous les traitements contre le cancer ont un impact forcément sur la fertilité féminine? Alors, il y a surtout des... Non, pas forcément. Il y a certaines chimiothérapies qui sont très peu toxiques, D'accord. qui le sont pendant le temps où elles sont appliquées, mais qui après permettent une récupération ad integrum complète de la fonction ovarienne, en général dès le 6e mois après la fin des chimios. Mais quand même une grosse proportion des protocoles, surtout ceux qui contiennent ce qu'on appelle des agents alkylants, donc c'est un peu technique, eux sont toxiques sur les follicules. Et ensuite, quand on arrête la chimiothérapie, il y a une récupération d'une certaine partie du stock folliculaire quand même. Il faut compter dans les 9-12 mois. Ça se passe la première année après la fin des traitements. Et c'est ce qu'on évalue, nous, dans l'observatoire. On voit les dames à 6 mois, 9 mois, 12 mois, 24 mois après la fin de chimiothérapie. Et au bout de 2 ans, on est capable de leur dire, voilà, vous avez perdu 30% de votre stock ou 20% de votre stock ou tout le stock, parce qu'il y a des patientes qui ne récupèrent pas, hélas. Ce n'est pas toujours dépendant de la chimiothérapie. Ça dépend beaucoup du protocole de chimiothérapie, mais pas seulement, de l'âge auquel on a appliqué la chimiothérapie, mais également d'une certaine susceptibilité individuelle à la chimiothérapie. Il y a des patientes qui sont plus ou moins sensibles et qui vont perdre plus facilement des follicules que d'autres sans qu'on puisse l'expliquer. Et D'accord. ça, on ne peut pas le prévoir avant, quoi. C'est ça qui est... Et alors, on a parlé de chimiothérapie, mais est-ce que l'immunothérapie, la radiothérapie, quand elle concerne la zone... Alors, la radiothérapie, oui, la radiothérapie, là où elle est ennuyeuse quand elle est appliquée au niveau de la zone pelvienne, c'est qu'elle atteint à la fois les ovaires, mais pas que, également l'utérus. Ce qui peut après nous gêner par la suite concernant le potentiel d'implantation des embryons, les risques de fausses couches, est-ce que les grossesses seront plus à risque? Enfin, ce sont des choses qu'on jauge avant de lancer les procédures et qu'on travaille avec les patientes, on essaye de les informer. Les immunothérapies, alors là, c'est une très bonne question parce que ça n'a pas encore été étudié dans l'observatoire ni dans le monde. On sait que par contre, les immunothérapies touchent beaucoup les fonctionnements des glandes. Alors, on connaît les effets sur la thyroïde,
sur l'hypophyse, mais l'ovaire et les testicules ne sont pas étudiés encore. Donc, il nous reste tout à faire de ce côté-là et avoir une partie dans l'observatoire qui est complètement dédiée aux immunothérapies. Ce qui est compliqué, c'est que souvent l'immunothérapie est rajoutée à des protocoles de chimiothérapie. Donc, c'est difficile de faire le tri de qu'est-ce qui a été toxique et si oui, comment, quel produit, est-ce que c'est la corrélation de tous les produits ensemble ou chacun indépendamment. Ça, c'est un enjeu pour les années qui suivent puisqu'on les utilise de plus en plus souvent et à raison, hein, parce que ça guérit de très nombreux cancers. C'est révolutionnaire, ces immunothérapies. Maintenant, il nous faut travailler sur les effets secondaires et essayer de les prévenir. Oui, parce que C'est important parce que c'est grâce aux oncologues si nous existons, grâce au progrès, mais incroyable. Je fais de la fécondation in vitro depuis longtemps. Et avant, il y avait pas, on ne se posait pas la question de préserver la fertilité et de restaurer éventuellement la fertilité, parce que l'enjeu, c'était vraiment de guérir les patientes. Et maintenant, c'est devenu du soin courant. Et ça doit être du soin courant parce que non seulement les oncologues parviennent à faire en sorte que leurs patientes aient une espérance de vie comme n'importe qui n'aurait pas d'antécédents, ce qui est déjà en soi une prouesse technique qui, moi, me bluffe. Mais maintenant, ça ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être guéri. Maintenant, il faut avoir la même vie, la même offre de vie. Alors, ça peut être pour les prêts bancaires, comme vous parliez tout à l'heure, le droit à l'oubli, mais c'est aussi pour la vie gynécologique, la vie sexuelle et la vie reproductive. C'est vraiment très, très, très important. Alors juste, on va peut-être revenir sur ce que vous avez dit sur les immunothérapies, parce que vous parlez de l'effet sur les glandes et notamment l'hypophyse. C'est des choses que nos spectatrices peut-être ne connaissent pas, mais vous pouvez peut-être rappeler l'importance de l'axe hypothalamo-hypophysaire, si je ne me trompe pas, sur la fertilité chez la femme. Oui, alors sur toutes les glandes, à vrai dire, hein, mais il y a une partie, un secteur de l'hypothalamus et de l'hypophyse qui sert à la commande de l'ovaire et donc de la fonction d'ovulation. Et si c'est vrai, si l'immunothérapie touche l'hypophyse et l'hypothalamus, peut-être que l'ovaire ne reprend pas son fonctionnement parce qu'il est empêché du fait de cette altération de commande liée à l'immunothérapie. Ça, c'est pas très grave, il suffit d'en faire le diagnostic, parce qu'après, nous, on a des produits pour court-circuiter finalement l'axe hypothalamo-hypophysaire et faire travailler l'ovaire pour son propre compte. Par contre, je pense que l'immunothérapie, il est quand même fort possible que ça crée également une inflammation au niveau de l'ovaire. Et quels effets mécaniques ovulatoires, les cycles également, hein, le retour des cycles, ça, on ne le sait pas encore de manière précise. On va lancer sans doute des protocoles de recherche en ce sens. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure du moment où on reçoit les traitements. Les traitements ont le même impact, quel que soit qu'on le donne à une jeune fille, une fille prépubère, après la puberté ou plus tardivement, ou les effets sont différents en suivant la période de vie. Non, il y a quand même oui, on sait prédire quand même une importance d'impact. Par exemple, si la jeune fille ou la jeune femme doit avoir une greffe de moelle osseuse, on sait que les conditionnements pré-greffe de moelle osseuse sont presque castrateurs. C'est un terme qui fait mal à entendre, mais c'est quand même le mot. Et on sait que ces patientes-là, elles ont à peu près 98% de chances de ne jamais récupérer un fonctionnement ovarien. Donc, c'est pourquoi on leur propose de congeler du tissu ovarien pour pouvoir restaurer leur fertilité si les oncologues nous le permettent et si la patiente est en rémission, bien sûr, quand elle sera en position de souhaiter un enfant. Après, il y a des protocoles, c'est assez compliqué parce qu'en fait, dans le cancer du sein, les oncologues ont voulu faire des progrès concernant justement la diminution d'altération de la fertilité et on a changé les protocoles de cancer du sein il y a à peu près une dizaine d'années en diminuant les doses d'un produit qui est justement un produit alkylant, et en rajoutant un autre, hein, qui sont les taxols, le taxoter, les taxanes. Et en fait, on s'attendait à ce que ces protocoles soient moins toxiques, et en fait, ça a été juste l'inverse. En fait, quand on prend molécule par molécule, on a une idée de la toxicité sur l'ovaire par rapport aux études qu'on a fait chez l'animal. Voilà. Mais le problème, ce qu'on a du mal de prendre en compte, c'est la synergie de toutes les molécules entre elles. Et si ces protocoles sont jugés plus efficaces pour traiter la tumeur du sein, c'est quand même le but premier, il n'est pas exclu qu'ils soient plus toxiques aussi sur l'ovaire. Comme si les effets sur l'ovaire pouvaient être un reflet de l'efficacité de la chimiothérapie sur la tumeur. Ok. Alors, on va peut-être revenir. Donc, parfois, j'ai des patientes qui se concentrent entre elles dans l'observatoire, parce qu'elles
elles sympathisent, évidemment, elles finissent par papoter entre elles, comme on les suit jusqu'à plus de 2 ans après les chimiothérapies. Et il y en a qui me disent: «Mais c'est horrible, moi, j'ai presque plus de follicules, tandis que ma copine qui a le même protocole que moi, qui a le même âge, elle en a récupéré beaucoup plus». Pour finir, ces 2 femmes-là, parfois, elles vont être enceintes aussi facilement l'une que l'autre. Ou alors, D'accord. c'est celle qui aura récupéré plus de follicules pour laquelle je vais devoir faire des techniques supplémentaires pour l'aider à avoir son enfant. Et l'autre qui avait presque plus rien, je repense à deux femmes précisément, a eu ses 3 enfants spontanément, sans que je l'aide. Donc, c'est très compliqué. La prédiction est très compliquée. D'accord. Alors, on va peut-être revenir sur ces différentes techniques pour préserver la fertilité. Alors, vous avez quoi à votre disposition? Qu'est-ce que vous pouvez proposer et dans quelles conditions, sur quels critères? Alors, on a 2 grandes techniques qui sont d'une part la congélation du tissu ovarien ou d'autre part la congélation d'ovocytes. Alors, la congélation de tissu ovarien, on la réserve pour les patientes qui vont recevoir des protocoles vraiment hautement toxiques. Mhm. C'est-à-dire, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les greffes de moelle osseuse ou des traitements extrêmement forts. Ou alors, c'est la seule technique qu'on peut utiliser chez les petites filles. Parce que pour congeler des ovocytes, il faut faire une stimulation de l'ovaire par des produits injectables quotidiens pendant une dizaine de jours, 10-12 jours en général. Et surtout, faire le recueil de ces ovocytes. Donc, c'est une stimulation ovarienne de type fécondation in vitro. Et pour recueillir ces ovocytes, on le fait au bloc opératoire par voie transvaginale. Donc, on a une sonde d'échographie endovaginale qu'on place dans le vagin. La patiente, bien sûr, est sédatée. Elle est consciente, mais elle ne sent pas du tout la douleur. On a une aiguille, un porte-aiguille. On aspire le liquide qu'il y a dans chacun des follicules de manière éco-guidée. Et c'est dans ce liquide que se trouvent les ovocytes en suspension. Et clair qu'on ne va pas faire cette technique-là chez une petite fille de 8 ans, ni même chez une adolescente très jeune qui n'a jamais eu de rapport sexuel. On ne doit jamais oublier dans ce contexte, c'est le primum non nocere. Ne pas nuire à la patiente et toujours bien mettre en balance les risques et les bénéfices. Donc, ce qui prévaut vraiment, c'est le traitement de la maladie, parce que pour se retrouver en situation de vouloir un enfant et aider la patiente à avoir un enfant, il faut qu'elle soit guérie. Donc, il faut de toute façon qu'elle ait les traitements les plus efficaces par les oncologues qui vont la suivre. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, nous, ne pas appliquer une technique qui serait trop vulnérabilisante, à la fois sur le plan physique et psychologique. Donc, on n'enlève pas un ovaire ou un morceau d'ovaire comme ça. Il faut vraiment que le protocole soit jugé toxique. Mhm. Sinon, on fait de la congélation ovocytaire. Il n'y a qu'une exception. Alors, on n'a pas de consensus dans les équipes mondiales. Nous, on a lancé un gros protocole de recherche à ce sujet. Ce sont les patientes qui ont un cancer du sein sur lesquelles on fait une chimiothérapie première. Là, on ne peut pas congeler d'ovocytes à ce jour. On hésite entre congeler de l'ovocyte en sachant qu'on a très peu de temps pour agir. Pour Oui. congeler l'ovocyte, il nous faut à peu près 15 jours, 3 semaines entre le moment où l'oncologue nous adresse la patiente et où on la rend pour la chimiothérapie. Mhm. C'est faisable, hein, mais il faut que l'oncologue soit extrêmement réactif, le chirurgien du sein ou l'oncologue. Il faut être très réactif. Nous, on va vite après, mais si on a tardé à nous envoyer la patiente, parfois on est obligé de dire à la patiente, on n'aura pas le temps de vous préserver parce que il ne nous reste que 10 jours et c'est trop court. Et donc, les patientes qui ont une chirurgie première, à qui on enlève toute la tumeur et qui vont voir leur chimiothérapie 6 semaines plus tard, là, on a le temps de faire 1 ou 2 recueils d'ovocytes congelés. Et ça, c'est vraiment une très bonne technique de préservation de fertilité. On a déjà pas mal d'enfants qui sont nés, qui sont en bonne santé, et ça marche. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est les patients pour lesquels on indique une chimiothérapie première, et ça sera de plus en plus fréquent dans le cadre des cancers du sein de la femme jeune. Donc là, on est en grande discussion dans les congrès mondiaux, dont un qui a eu lieu il y a très peu de temps à Bruxelles. Soit on fait des larges biopsies ovariennes par célioscopie, si on n'a pas le temps, pour congeler ces morceaux d'ovaire, pour un jour les regreffer à la patiente et autoriser un fonctionnement de l'ovaire normal. Soit on décide quand même de stimuler l'ovaire de type fécondation in vitro pour congeler les ovocytes, mais il y a un tabou pour lequel les oncologues ne sont pas unanimes. Donc nous, on est très dépendant de l'avis des oncologues, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. C'est qu'on va stimuler avec la tumeur en place. Or, le cancer du sein, on sait que c'est une tumeur qui est quand même sensible aux œstrogènes. Et nous, on fait monter beaucoup les taux hormonaux quand on stimule les ovaires. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une technique de préservation dans ce contexte précis de cancer du sein de la femme jeune qui n'est pas encore tranchée. Et les équipes font un petit peu différemment. À l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus. D'accord. Donc, vous avez bien expliqué comment on fait un prélèvement d'ovocytes, donc avec une stimulation, etc.
Pour le prélèvement de tissu ovarien, ça se passe comment Alors, on fait une célioscopie. Donc, en général, la patiente, maintenant, on ne passe plus de nuit à l'hôpital, hein, pour une D'accord. célioscopie. On rentre le matin à jeun. On fait une petite ouverture au niveau du nombril et puis dans le pli de laine, 2 ouvertures. On n'ouvre pas le ventre, hein, c'est une célioscopie. Donc, il y a une petite ouverture qui sert à mettre la caméra et une autre ouverture qui sert à mettre les instruments chirurgicaux. Et en fonction du caractère toxique, très toxique ou un peu moins toxique du protocole de chimiothérapie, soit on prend un ovaire entier, D'accord. soit on prend l'équivalent de la moitié de l'ovaire. On fait ce qu'on appelle des biopsies, c'est-à-dire qu'on enlève des copeaux un peu d'ovaire. Vous imaginez en fait une orange qu'on pèle. Il faut savoir que tous les follicules et les oocytes d'une femme, c'est comme si c'était dans la pelure de l'orange ou de la clémentine. À l'intérieur, ça s'appelle la médulla. C'est beaucoup de vaisseaux et c'est un autre tissu, mais qui n'est pas un tissu reproductif. Donc, en fait, si le biologiste de la reproduction reçoit un ovaire entier, par exemple, la première chose qu'il va faire, il ne peut pas le congeler comme ça. On ne congèle pas un ovaire comme nous, on congèlerait un aliment. Il doit peler l'ovaire, enlever le cortex, c'est-à-dire la membrane qui entoure l'ovaire, parce que c'est dans cette membrane que se trouvent tous les follicules et donc les oocytes. Et après, il les coupe en petits morceaux de 1 centimètre et on les met au congélateur comme ceci, avec des procédés de congélation assez sophistiqués. C'est bien sûr étiqueté au nom de la dame. Et plus tard, quand elle souhaite avoir un enfant, si l'ovaire restant ou les ovaires restants ne fonctionnent plus du fait de la chimiothérapie, on indique le fait de devoir regreffer ces petits fragments ovariens. Ces petits fragments ovariens, on les dépose, on les coud entre eux après les avoir décongelés et on les remet là où on les avait pris, c'est-à-dire en lieu et place de l'ovaire qu'on a retiré ou des morceaux d'ovaire que l'on a retirés. Et ça se régénère, c'est assez incroyable. En général, la greffe met 4 mois à prendre. En fait, elle prend bien avant, hein, le greffon prend avant, mais on retrouve ces cycles 4 à 5 mois après la greffe. Les premiers cycles, c'est comme si on refaisait une puberté. Ils sont un peu chaotiques. Les dames nous disent, j'ai des drôles de cycles, j'ai des drôles de règles. Là, j'ai eu un cycle super long. La fois d'après, j'ai eu un cycle super court. Et puis, au bout de 4 mois, ça se met bien en place, comme si elle refaisait une puberté avec cet ovaire qu'on a congelé. Et on a des grossesses le plus souvent spontanées grâce à cette technique. Et si ça ne vient pas spontanément, eh bien, on fait une fécondation in vitro en utilisant le greffon, comme si on avait les ovaires, comme si on n'avait jamais rien enlevé, en fait. D'accord. C'est magique. Ok. Donc, si je comprends bien, hein, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque technique. Donc, le prélèvement d'ovocytes, l'inconvénient, c'est qu'on doit stimuler avec des hormones qui potentiellement peuvent aussi alimenter la tumeur si elle dépend si sa croissance Qui dépend peuvent de. faire peur. Mais bon, il y a beaucoup il y a beaucoup de littérature qui a été publiée récemment parce qu'au début, quand on s'est lancé dans la préservation, surtout dans les cancers hormonodépendants du sein, Mhm. on a toujours fait dans le cadre de protocoles de recherche pour avoir des données robustes. Mhm. Et en fait, là, on a vraiment beaucoup de recul et on a de plus en plus d'arguments pour montrer en fait qu'il n'y a pas eu plus de récidives ou plus de difficultés après au traitement de ces tumeurs. On a l'impression que ça n'a pas influencé parce que, effectivement, quand on fait une stimulation de type fécondation in vitro, on augmente beaucoup les taux hormonaux, mais seulement pendant 4 jours. Une fois qu'on ponctionne la dame, les taux hormonaux chutent très brutalement. Et c'est difficile d'imaginer que 4 jours d'augmentation des taux hormonaux, ça puisse changer l'évolution naturelle d'un cancer pour toute la vie d'une femme. Ça paraît assez improbable. Donc, on est content parce que les dernières études, qui sont internationales, sont très rassurantes de ce point de vue-là. D'accord. Et donc, l'autre grande technique, le prélèvement de tissu ovarien, là, c'est plutôt le côté invasif de la technique qui présente un inconvénient qui peut rentrer dans la balance du C'est choix. plus invasif, mais ça a un intérêt, c'est que ça peut être mis en place très vite. On peut recevoir une patiente le lundi et faire la celloscopie le lendemain ou le surlendemain. Elle sort l'après-midi, en fait, et elle peut commencer sa chimiothérapie. J'ai même déjà eu des patients qui commençaient leur chimiothérapie le jour même ou le lendemain matin. Donc ça, en termes de timing, c'est très bien. Alors que le prélèvement d'ovocytes, il y a cette période où on doit stimuler. Ouais, j'ai envie de dire 17-18 jours, allez, 3 semaines maximum. D'accord. Alors, on va peut-être passer à d'autres techniques qui sont un peu en développement. On a parlé de la MIV quelques années. Il y a eu la naissance du premier bébé par MIV. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste, cette technique? Alors la MIV, c'est vrai on a porté beaucoup d'espoir dans cette technique. Alors l'idée, c'est de récupérer aussi des ovocytes pour les congeler, mais sans stimulation. Donc du coup, il n'y avait plus cette problématique de délai de 2-3 semaines et il n'y avait plus la problématique de la montée hormonale. Donc on recevait la dame, elle avait quand même une injection
d'un ou deux produits, et puis le lendemain, elle passait au bloc opératoire, et puis donc toujours par voie endovaginale, avec une aiguille, on bougeait l'aiguille régulièrement avec une aspiration continue pour récupérer des ovocytes immatures, et l'enjeu, c'était de les maturer in vitro au laboratoire, et Oui, ensuite, si on obtenait des matures, on les congelait et on les gardait en stock. Donc c'est extrêmement séduisant intellectuellement, mais les résultats en termes de chances de grossesse sont très décevants, et on a beaucoup de fausses couches en d'accord. plus. Donc, oui, c'est pour maturation in vitro, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc finalement, c'est une technique qui est quand même pleine d'espoir, mais il faut encore attendre, je pense, pour avoir des conclusions définitives. Mais quand on va en congrès international, on a l'impression pour l'instant, et quand on regarde les recommandations officielles de toutes les sociétés savantes de reproduction, à la fois européennes et américaines, la maturation ovocytaire in vitro, ça reste vraiment du domaine de l'expérimental, et ça doit être proposé seulement si vraiment on n'a pas d'autres possibilités. Ça reste très confidentiel, et certains centres comme le nôtre, on a décidé de ne pas développer cette technique à ce jour, et le dernier congrès mondial restait encore dans cette optique-là. Ça changera peut-être, hein. Mhm. Mais à ce jour, ça n'a pas encore fait ses preuves. D'accord. Et alors, donc voilà, imaginons, je suis une femme qui a eu un cancer, donc on a préservé ma fertilité. Là, j'ai terminé mes traitements. Jusqu'à quel âge je peux demander à ce qu'on me réimplante ce qui a été préservé? Et comment ça se passe concrètement Alors pour réutiliser ce qu'on a pu congeler, l'âge, on a vraiment le temps, parce qu'en fait, nous, on réutilise, on aime bien avant 43 ans. Pourquoi? Parce que quand on a reçu des produits de chimiothérapie, dans les produits de chimiothérapie, il y a des molécules qui s'appellent les anthracyclines, et qui donnent plus de risques vasculaires pendant la grossesse. Donc la grossesse tardive, voire ultra tardive, c'est-à-dire tardive, c'est après 43 ans, ultra tardive, après 45 ans, c'est risqué d'un point de vue obstétrical pour la mère et pour l'enfant. Donc c'est vrai que on aime bien que les patientes réutilisent un âge raisonnable, juste pour que la grossesse se passe bien et qu'on n'engage pas leur pronostic vital. Euh, Maintenant, il n'y a pas d'âge cut-off. En général, on peut réutiliser jusque 45 ans. Je dirais ça. Au-delà, c'est pas raisonnable, à mon avis. Par contre, on est plus limité. Très rarement, on préserve après 38 ans. Pour être très franche, pour vraiment donner des vraies chances de grossesse à la patiente, il faut limiter, que ce soit la congélation ovocytaire ou le tissu ovarien, à 35 ans. Entre 35 et 38 ans, on discute en fonction du cas de la patiente et de sa réserve ovarienne. Si elle a encore des ovaires extrêmement riches en follicules, pourquoi pas y aller quand même? Donc, on le fait de temps en temps. Mais vraiment, l'enjeu, c'est 35 ans et moins. D'accord. Et est-ce qu'on a une idée du taux de succès en fonction des différentes techniques ou c'est trop, ça dépend de trop de facteurs? C'est difficile parce que là, on commence seulement à réutiliser. Donc, les séries, elles sont assez parcellaires. On n'a pas de statistiques globales à donner aux patients. Ce n'est pas facile. Mais on progresse quand même. En dévitrification ovocytaire dans le cadre du cancer, on a des taux de récupération des ovocytes, parce qu'il y avait cet enjeu-là aussi, hein. C'est très compliqué, hein, de congeler des ovocytes qui sont un peu fragilisés par le cancer en plus. On est maintenant entre 85 et 90% de taux de récupération, donc ça c'est très bien. Et on a des taux de fécondation qui sont un petit peu inférieurs à ceux des ovocytes frais quand on fait des techniques d'assistance médicale à la procréation chez des couples conventionnels, entre guillemets. On est à peu près à 60-65% de chances de taux de fécondation. Et les taux de grossesse, si on va jusqu'au transfert d'embryon, ils ne sont pas si mauvais que ça. Nous, on est actuellement entre 30 et 35% de chances de grossesse, donc c'est vraiment pas nul, mais sur des petites cohortes de patientes, donc ça peut être biaisé. Il faut des gros échantillons, et ça, on n'a pas encore. Et pour les tissus ovariens, quand on regreffe le tissu ovarien, on a à peu près entre 85 et 90% de chances que le greffon prenne et que la patiente retrouve ne serait-ce que des cycles et une bonne imprégnation hormonale. Et ça, je peux vous dire que c'est pas rien, parce que toutes les patientes, malgré tout l'arsenal thérapeutique qu'on peut offrir en termes de substitution hormonale, nous disent mais il n'y a pas photo. On est 10 fois mieux. Maintenant, sur le plan sexuel, la sécheresse vaginale, enfin, tout ce qui est important quand même pour la vie d'une femme qui a été traitée pour un cancer en étant jeune, à moins de 35 ans,
c'est même, j'ai envie de dire, c'est fondamental. Et vraiment, elles se sentent vraiment mieux sur tous les plans grâce à cette imprégnation hormonale. Et après, on a beaucoup de grossesses maintenant avec les tissus ovariens. Il faut compter qu'on a à peu près 25 à 30% de chances de grossesse spontanée. Et ce que le tissu ovarien offre, et ce qu'offrent rarement les ovocytes congelés, le tissu ovarien, quand on le regreffe, si le greffon prend, il y a beaucoup d'ovocytes dedans. Et donc, on a des patients qui ont réussi à faire avec les ovocytes qu'on congèle, à moins qu'on en ait eu 20, c'est rare de pouvoir faire une famille entière. On a un enfant si on a de la chance, parfois deux, mais c'est plus rare. Mais chaque année, on progresse et les taux augmentent, donc c'est assez emballant quand même. Donc là, on a parlé des traitements curatifs, vraiment du cancer, mais quand on a un cancer hormonodépendant, souvent on a des traitements comme on a de l'hormonothérapie pour pour limiter le risque de récidive. Alors ces traitements, ils durent de plus en plus longtemps. Maintenant, on le prescrit même jusqu'à 10 ans, pendant 10 ans. Est-ce que pendant qu'on est sous hormonothérapie, on peut quand même avoir un projet d'enfant? Alors oui, maintenant, oui, enfin depuis quelques années, oui. Alors au départ, quand les oncologues nous ont dit, moi j'ai vécu toute l'évolution. Au début, on m'a dit, écoute, il vaut mieux 3 ans d'hormonothérapie que 2 ans. Donc, bon, ok, je dis, bah, écoute, c'est tout, oui, bien sûr, c'est bien, donc il faut faire patienter les patients. Et après, on m'a dit, tu sais, on a montré avec les grandes études que 5 ans, c'est mieux que 3. Et après, on m'a dit, 10 ans, c'est mieux que 3. Je dis, alors là, c'est pas possible. Chez les femmes jeunes, comment vous allez vendre ça? Elles vont pas observer le traitement. Et c'est normal. Si elle a 30 ans, on lui dit 10 ans d'hormonothérapie avec un antécédent de chimio. Elle va essayer d'avoir un enfant à 40 ans, si son couple a tenu le choc. Et avec un antécédent de chimiothérapie, c'est zéro chance de grossesse. Donc, il fallait trouver une solution. Et les patientes nous disaient à nous, je m'en fous, docteur, vous ne dites pas à mon oncologue, mais moi, j'ai arrêté. Hein, Alors, c'était embêtant parce qu'il fallait trouver la balance entre le soin de bonne qualité et la guérison définitive, et quand même la volonté d'accomplissement de ces projets personnels et intimes et conjugaux et familiaux. Et donc, on s'est lancé donc, dans le cadre d'un protocole de recherche qui s'appelle Positive. C'est un projet de recherche qui est international. Donc, nous, on a fait partie de ce protocole de recherche, les Belges, les Australiens, enfin, on est plusieurs pays du monde à avoir participé, et ont décidé que les patientes jeunes qui souhaitaient avoir un enfant, elles pouvaient faire une fenêtre thérapeutique du tamoxifène à partir de 18 mois de prise consécutive jusqu'à 30 mois. Donc, en fait, c'était très codifié, toujours dans les protocoles de recherche. Donc, entre plus 18 mois de prise de tamoxifène et plus 30 mois, elles pouvaient cesser leur traitement. Attendre, bien sûr, 3-4 mois pour qu'il n'y ait pas de toxicité sur l'embryon s'il y a une grossesse. Donc, 3-4 mois de rapport protégé. Et ensuite, elles venaient en centre de reproduction et nous les aidions à avoir la grossesse le plus vite possible. Parce que le protocole autorisait 2 ans de fenêtre thérapeutique, grossesse comprise. Donc, vous imaginez 9 mois de grossesse, l'allaitement, si la patiente le souhaite, bien sûr, et puis le délai pour tomber enceinte. C'était très court. Donc, on recevait les patientes, on faisait vite un spermogramme chez le conjoint, une radiographie des trompes, parce qu'il n'était pas question qu'elles arrêtent le tamoxifène pour se rendre compte 6 mois après que le conjoint n'avait pas de spermato ou que leur trompe était bouchée. Donc, on peut faire ça, mais il faut rencontrer une équipe de médecine de la reproduction qui a l'habitude de traiter des patientes qui ont eu un cancer pour qu'il y ait un bilan d'infertilité fait chez les deux membres du couple avant qu'elles n'arrêtent leur tamoxifène. Parce que s'il y a une chirurgie à faire, tubaire ou une cystoscopie, on la fait sous un tamoxifène. Si le monsieur il a des altérations du sperme, le temps qu'on s'organise, etc. Enfin, voilà. Et donc, on s'est mis à faire soit de la préservation de fertilité pendant la fenêtre thérapeutique, pour celles qui n'avaient pas eu la chance de bénéficier d'une préservation avant, ou celles qui avaient une préservation avant, mais qui avaient très peu d'ovocytes, donc on refaisait des cycles, ou alors on faisait des fécondations in vitro ou des inséminations intra-utérines pour optimiser les chances de grossesse pour les dames qui étaient en souhait d'enfant. Et voilà, donc on a eu les premiers résultats là très récemment. Ce sont des résultats intermédiaires, hein. On est à 3 ans de suivi, et c'est rassurant. En fait, le fait d'avoir fait une fenêtre thérapeutique d'à peu près 24 mois n'a pas augmenté le risque de récidive par rapport à un groupe témoin qui, lui, a continué son traitement sans jamais l'interrompre. Mais il faut encore attendre la date très importante du suivi à plus de 5 ans. C'est là le plus important. Donc, on saura dans 2 ans.
D'accord. Alors, je vais peut-être prendre deux questions qui ont été posées entre-temps. Alors, il y a Justine qui a 38 ans. Elle est sous Herceptine depuis 7 ans pour un cancer du sein métastatique Oui. en rémission. Donc, un cancer méta en rémission. Et elle se demandait si vous accompagnez des femmes dans son cas qui auraient un désir d'enfant. Voilà, parce que donc, elle a un cancer métastatique, donc clairement, elle va osciller entre période de rémission et récidive, donc potentiellement des traitements à reprendre rapidement. Voilà, donc elle voulait savoir s'il y avait des études dans ce sens-là, ce qui était proposé. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études. Alors, il faut savoir que nous, les médecins de la reproduction, en fait, on accompagne toutes les patientes que les oncologues veulent bien mettre entre nos mains. Et donc, tout dépend en fait de son cas et de ce que l'oncologue pensera de son cas, et aussi des techniques qu'il faudra appliquer. Est-ce qu'il y a encore un fonctionnement ovarien? Est-ce qu'il n'y a plus de fonctionnement ovarien? Et ça, c'est vraiment un dialogue entre le médecin de reproduction et l'oncologue. Je vais être franche avec vous. Avant, on disait tout cancer métastatique, on contre-indique la grossesse. Et nous, on ne voulait pas prendre en charge parce qu'on avait peur pour la patiente. Et puis maintenant, alors dans le cadre du cancer du sein, je ne sais pas précisément parce que je n'ai pas encore eu le cas, mais j'ai eu des patientes métastatiques pour d'autres types de cancers, cancer du foie, d'autres types de cancers, que j'ai pu accompagner et qui ont eu des grossesses spontanées, pas forcément faciles, avec des grossesses vraiment ultra précieuses et à risque. Et on a eu des naissances et les patientes auxquelles je pense là n'ont pas récidivé pour autant. Maintenant, chaque cas est éminemment particulier, même au sein d'un même organe, que ce soit cancer du sein, cancer du foie, cancer du rectum, cancer, toutes les sortes de cancers qu'on peut avoir. Et c'est vraiment l'oncologue qui doit travailler main dans la main avec nous et qui doit donner son avis. Si l'oncologue nous dit « je ne sens pas les choses parce que j'ai trop peur que là, cette patiente est en rémission, je suis trop content, j'ai trop peur que ça se déséquilibre avec la grossesse », eh bien à ce moment-là, il faut amener la patiente à la résilience dans son propre intérêt, parce que sinon, on risquerait de se retrouver dans une situation dramatique pour l'enfant et la maman, sachant que la grossesse, c'est une bombe à hormones. On sécrète des oestrogènes à taux très, très élevé pendant 9 mois, et aussi beaucoup de facteurs de croissance. Et les facteurs de croissance, comme vous le savez, ça peut agir sur plein de choses. Et donc, voilà, ce sont des choses qu'on doit jauger, surtout avec l'aide des oncologues, parce que là, ça dépasse nos compétences, bien sûr. Oui, c'est très clair. On a aussi une question d'Isis qui a 41 ans et elle demande quelle alternative a-t-on quand on n'a pas pu faire congeler ses ovocytes parce qu'elle a dépassé a priori l'âge de pouvoir le faire. En préservation ou après ou... Elle ne précise pas, mais j'imagine après, si on n'a pas si on n'a pas stocké, si on n'a pas préservé des ovocytes ou des tissus ovariens, quelle alternative on a? Il y en a plein. Si l'ovaire fonctionne encore, il y en a plein. En fait, c'est pour ça que nous, en fait, même les patientes qui n'ont pas été préservées sont dans notre observatoire de la fertilité parce qu'on les suit. Et après, s'il y a une problématique de désir d'enfant, maintenant, on a des marqueurs très fiables du stock folliculaire. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas été préservé que nous, on n'aide pas les patientes à concevoir. Déjà, il faut savoir qu'on a quand même pas mal de conceptions spontanées, sans aide de notre part. Parfois, rien qu'en donnant des conseils pratiques d'optimisation des rapports sexuels. Parlons-en Je me parce rends compte dans l'observatoire que les patientes qui ont gardé, qui ont même parfois perdu énormément de follicules, qui ont des dosages qui sont assez catastrophiques sur le papier, quand on leur dit, écoutez, tant qu'il y a des cycles, il y a de l'espoir. S'il y a des cycles spontanés, c'est qu'il y a de l'ovulation. S'il y a de l'ovulation, c'est comme au loto. Hein. Si on joue, on peut quand même gagner. Il y a toujours possibilité et on donne des conseils pratiques parce que les cycles, parfois, sont modifiés, sont plus courts. Et il y a peu de patientes qui savent que si, par exemple, au lieu d'être réglées tous les 28-30 jours comme auparavant, elles sont réglées tous les 24 jours, il y a peu de patientes qui savent que ça veut dire que donc elles ovulent bien plus tôt que tout un chacune et qu'il faut donc avoir des rapports des J9, par exemple, parce que ce sont les rapports les plus féconds. C'est des conseils cons comme ça, vérifier que leurs trompes sont perméables, qu'il n'y a pas des petits zigouigouis qu'on peut améliorer chez le conjoint ou chez la dame. Et une fois qu'on a tout mis ça au propre, je me suis rendu compte que dans notre observatoire, on a des conceptions spontanées avec un délai de survenue de la grossesse plus court que dans la population générale. Et ça, c'est bluffant. Et le délai moyen, c'est 4 mois. Je peux être vraiment précise parce que là, on a tellement de patientes que ça commence à devenir relevant, quoi. Ça commence, et donc,
pas hésiter à voir son gynécologue ou un médecin de reproduction pour que tout de suite, quand on souhaite avoir un enfant dans ce contexte-là, qu'on explore le conjoint, qu'on explore la dame pour éliminer les petites choses qui font que on met plus de temps à concevoir ou on n'y arrive pas alors que c'est facile à corriger, quoi. Donc, il y a Justement, des possibilités. concrètement, Et après, si on n'a pas eu le temps de préserver, après la 41 ans, c'est un peu tard pour préserver parce qu'on abîme encore plus les ovocytes à les congeler quand ce sont les ovocytes de plus de 40 ans. Pour les patientes plus jeunes, à distance de la chimiothérapie, donc de la fin de chimiothérapie à peu près à plus 1 ou plus 2 ans, on propose, nous, de refaire des cycles de préservation de fertilité si la dame, après son traitement, n'est pas en position de faire un enfant pour moult raisons, professionnelles, personnelles, où il n'y a pas de conjoint, où il y a eu une séparation. Enfin, on propose de reprocéder à des cycles de préservation si, bien sûr, elle a repris des cycles. J'aimerais qu'on revienne sur ces petits trucs et astuces pour maximiser ses chances de tomber enceinte naturellement, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de préservation de la fertilité, de réimplantation, mais les chances de tomber enceinte après un cancer de façon spontanée, enfin naturelle, elles sont pas nulles. Et donc justement, vous parliez tout à l'heure de faire une radiographie. Non, loin s'en faut. Oui. C'est quoi tous ces examens qu'il faut faire pour Il n'y en a pas tant que ça. En fait, pour la dame, il faut vérifier que les trompes et la cavité utérine sont intègres, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle une hystérographie. Ça se fait chez le radiologue à la fin des règles. Donc, il suffit de demander, le médecin traitant peut prescrire une hystérographie, ou le gynécologue de ville, ou un médecin de reproduction, s'il se trouve que vous en avez rencontré un. Et puis, l'homme, il faut qu'il fasse un spermogramme. Les altérations du sperme sont de plus en plus fréquentes. Alors ça, c'est tout un autre débat, c'est sans doute lié à la pollution, enfin, à des tas de choses comme ça. Et on a vraiment des altérations du sperme qui parfois sont importantes. Et c'est dommage de passer à côté et de laisser passer des mois précieux. Et l'autre chose, je vérifie beaucoup chez les patientes qui ont eu une hormonothérapie, souvent la muqueuse utérine est très épaisse et elle est un peu moins apte à l'implantation. C'est pas rare que je fasse évaluer cette muqueuse et que je fasse faire un examen à la caméra de l'utérus, donc qui se fait en ambulatoire. On rentre le matin et on sort 3 heures plus tard. Ça se fait sous anesthésie générale et on gratte cette muqueuse, on la met à plat pour avoir une muqueuse toute neuve en prévision d'une optimisation de l'implantation embryonnaire. Donc, c'est pas... Et encore, je ne le fais pas chaque fois. Donc, c'est des petites choses qu'on peut regarder. Et comme ça, la patiente, quand elle veut avoir son enfant, elle sait qu'elle tente vraiment sa chance quand elle a des rapports. Et pareil, si les trompes sont bouchées, on peut intervenir pour... Oui, on peut Ok. intervenir très facilement par une simple célioscopie pour déboucher les trompes. Ou alors, si vraiment ce n'est pas réparable parce qu'elle a une endométriose ou quelque chose qui fait qu'on ne peut pas réparer les trompes, au moins, on sait que ce n'est pas la peine qu'elle s'acharne et il faut faire une fécondation in vitro. Voilà. Et donc, vous parliez aussi de la longueur des cycles, parce que c'est vrai qu'on a en tête 28 jours, parce que c'est un peu la norme, ce qui est finalement rarement le cas ou pas toujours le cas en réalité. Donc, il faut en gros déterminer sa date d'ovulation. Là, c'est pareil, vous avez des préconisations pour déterminer cette date d'ovulation et puis aussi peut-être rappeler quelle est la fenêtre de fertilité, on va dire, où on peut concevoir autour de la date de l'ovulation. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut savoir compter ses cycles. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'erreurs. Alors, je sais bien que maintenant, il y a les applications, mais je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes d'égale qualité. Je ne les ai pas toutes testées. En fait, la longueur des cycles, quand on dit le cycle, ça doit être 28 jours, c'est l'espace entre le premier jour des règles d'un mois donné et le premier jour des règles du cycle suivant. Il y a des dames qui comptent à la fin de leurs règles jusqu'au cycle suivant. Non, c'est le premier jour des règles jusqu'au premier jour des règles suivantes. C'est ça le nombre de jours qu'il faut compter. Comme dans les livres, admettons que le cycle soit de 28 jours, vous divisez par 2, donc J14, c'est là où se passerait l'ovulation si c'est un cycle de 28 jours. Et les rapports les plus féconds sont en pré-ovulatoire, pour que les spermatos soient déjà dans les voies génitales, attendant l'ovocyte qui va être pondu à l'ovulation. Donc, on va dire, si c'est un cycle de 28 jours, ovulation au 14e jour, premier rapport à J12, 2 jours avant l'ovulation. Ce n'est pas la peine d'imposer au conjoint de faire 5 rapports par jour, ça ne sert à rien.
Un rapport tous les 2 jours, c'est largement suffisant. Donc, on peut circonscrire et entourer cette ovulation, faire J12, J14, J16, ou quand vous voulez, bien sûr. C'est aussi en fonction des désirs de chacun. Euh, voilà. Et si par contre le cycle, souvent après chimiothérapie, les cycles se raccourcissent parce que la croissance folliculaire est plus rapide pour des mécanismes trop compliqués et qui c'est pas intéressant de les connaître. Donc souvent les dames, elles ont plutôt des cycles de 25 jours. Donc vous divisez par 2, ça fait 12 et demi. Donc on va ovuler à peu près à J12. Et bien donc il faut commencer peut-être les rapports à J10 ou à J11. Voilà. Le raisonnement, il n'est pas très compliqué. Et si la dame a des cycles très longs, 35, 38 jours, là, c'est plus compliqué pour elle de dater son ovulation. C'est peut-être parce qu'il lui reste encore pas mal de follicules. Alors là, elle peut se faire aider, par exemple, des tests urinaires qu'on vend en pharmacie pour le pic de LH, pour savoir s'il y a un pic de LH, c'est que là, il faut commencer à avoir les rapports. On peut se faire aider comme ça. On préfère ce type de test parce que souvent on parle d'un pic de température, ça c'est pas suffisamment fiable. Il y a eu une coupure, je n'ai pas entendu votre question. Non, non, je disais que les tests urinaires sont plus fiables que le fait de prendre sa température, parce que souvent... Ah oui, la température, ne le faites pas, parce que déjà, ça rend fou. Et surtout, vous allez voir s'il y a un décalage, ça va vous dire que vous avez ovulé, mais il y a 4 jours. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Pour dater les rapports, ça ne sert à rien. Ok. Bon, bah, merci de préciser tout ça. Au moins, les femmes vont pouvoir maximiser leur chance. Alors, on a eu une question de Charlotte entre-temps qui demande à partir de combien de temps après les traitements on peut prétendre à un projet d'enfant? Alors, il y a une coupure à faire la grossesse ou à... Oui, à commencer à partir de combien de temps après les traitements on peut commencer à essayer d'avoir un enfant? Alors, en général, nous, en tant que médecins de reproduction, on n'aime pas que les patientes commencent avant 1 an, voire 2 ans après la fin des traitements. Alors pourquoi? On ne parle pas toujours de choses agréables en oncologie, et j'en suis la première, désolée, mais ce que j'explique toujours aux patientes, c'est que à plus 1 an après la fin des chimiothérapies, il y avait certains oncologues qui donnaient l'accord assez vite. Et on a beaucoup de fausses couches. Parce qu'en fait, la chimiothérapie, ça a un effet qu'on appelle mutagène. Et les premiers cycles qui sortent après la chimiothérapie, les premiers ovocytes qui sont ovulés, peut-être qu'il y a encore des cassures au niveau de leur matériel génétique qui font que, à part une fausse couche, ça ne va pas être très satisfaisant dans le contexte. Donc, nous, souvent, que ce soit si la dame nous demande une préservation de fertilité après la fin de chimiothérapie ou une grossesse, on aime bien à plus 2 ans. Et par ailleurs, il y a un argument oncologique, là, ce n'est pas moi qui l'invente puisque ce n'est pas mes compétences, c'est que quand on est à plus 2 ans, on est souvent sorti de la période d'incidence maximale des rechutes. Alors, c'est sûr que ce n'est pas agréable d'en parler aux patientes, mais moi, je leur dis toujours, imaginez que vous fassiez une rechute, ce que je ne souhaite pas, et que vous soyez enceinte, il va falloir qu'on choisisse entre traiter la rechute et laisser se poursuivre la grossesse. C'est cornélien et franchement, à quelques mois près, peut-être que c'est mieux de démarrer la grossesse en période sereine pour être sûr de faire sa grossesse comme tout un chacune en fait. Et ça, c'est important. Donc, c'est un double argument pour moi. C'est bien à plus 2 ans après la fin de chimio. Et donc là, on a parlé de la chimiothérapie. En ce qui concerne l'hormonothérapie, ça dépend des hormonothérapies, le délai qu'il faut attendre avant Non, de... alors souvent, nous, on continue à faire la fenêtre thérapeutique pour l'hormonothérapie. On reste encore collé au protocole positif. Donc, on aime bien parce qu'on se dit que si les oncologues ont décidé que dans positif, il fallait avoir fait 18 mois consécutifs de tamoxifène, par exemple, c'est Ah qu'il oui, y a une raison. non, ma question, c'était plutôt le délai qu'il faut attendre après avoir arrêté Ah. l'hormonothérapie avant Alors de... là, c'est un gros débat parce qu'on n'est pas d'accord entre les pays. Normalement, on disait toujours pour pas d'effet tératogène sur l'enfant, on disait 3 mois de washout, on appelle ça washout, sans tamoxifène. Il y a eu une étude qui a été faite sur des rats avec des doses supraphysiologiques de tamoxifène et qui aurait montré des portées de souriceaux, ou je ne sais plus comment on dit pour les rats, qui auraient quand même eu des problèmes. Et ce qui fait que en France, comme on est dans une politique d'ultra précaution, dès qu'il s'agit du médicament, à tort ou à raison, j'en sais rien du tout, je ne trancherai pas le débat aujourd'hui, ils ont l'air de nous dire qu'il faudrait attendre 9 mois après l'arrêt du tamoxifène pour être sûr que.
Je vous avouerai qu'avec mes collègues, on coupe un peu la poire en deux. On fait un peu plus que 3 mois, mais 9 mois, c'est vraiment long. Et si c'est dans le cadre d'une pause thérapeutique, comme dans le protocole positif, ça veut dire qu'on n'aurait jamais pu faire positive. Dans les autres pays, ils n'ont pas cette recommandation-là. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question. Je ne veux pas mettre de mauvaises idées dans l'esprit des femmes. Encore une fois, ça sera une discussion entre l'équipe de reproduction et l'oncologue en charge du dossier. Et puis en plus, là, vous parlez du tamoxifène, mais il y a d'autres types. Il y a d'autres types d'hormonothérapie. Donc là, vraiment, c'est l'oncologue qui nous guide. Charlotte demande aussi quels sont les critères pour dire bah voilà, ça fait tant de temps que j'essaye naturellement de tomber enceinte. Maintenant, c'est le moment d'utiliser les ovocytes que j'ai congelés. À partir de quand on peut se dire bon, bah là, on va changer de stratégie? Alors, moi, j'ai une stratégie assez simple, mais que du coup, je calque au résultat de mon observatoire. C'est-à-dire que, après avoir suivi à peu près 500 cancers du sein, jeunes de moins de 35 ans, donc vraiment très jeunes, nous, notre moyenne d'âge de cancer du sein de la femme jeune, c'est 29 ou 30 ans, vous voyez, donc sont très, très, très jeunes. Donc, toutes en désir d'enfant à un moment donné de leur vie. Donc, ça fait beaucoup. En général, quand ça doit marcher tout de suite, après que j'ai pris les précautions de faire le spermogramme, nanana, comme je vous ai expliqué, quand je leur dis, bon, bah, go, l'oncologue a dit go pour la grossesse, moi je vous dis go parce qu'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de facteur d'infertilité dans votre bilan. En général, j'ai une moyenne de survenue de grossesse de 4-5 mois. Et si au bout de 6 mois, ça ne marche pas, à ce moment-là, on commence à donner des coups de pouce. S'il n'y a pas de facteur d'infertilité associé, je ne réutilise pas tout de suite les ovocytes. Je fais parfois des inséminations intra-utérines, par exemple, donc pendant 2-3 cycles. Et là, si ça ne marche pas, je ne passe pas en fécondation in vitro, puisque j'ai déjà des ovocytes congelés, je réutilise les ovocytes. D'accord. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Par contre, si c'est dans le cadre d'une fenêtre thérapeutique de tamoxifène qui est réduite, là, je vais plus vite. Je laisse là quand même la patiente essayer de concevoir spontanément pendant 3-4 mois. Et si ça ne marche pas, je passe d'emblée à la réutilisation des ovocytes. D'accord. Alors, on a Camille, pardon, qui a 30 ans. Alors, elle a eu une MIV avant la chimiothérapie. Avant une chimiothérapie néoadjuvante, je vais y arriver. Donc, on est clairement dans le cas du figure dont vous parliez tout à l'heure. Donc, elle a un embryon de congelé. Et elle se demande si ça ne fonctionne pas, parce que vous disiez hein, que clairement, la MIF, c'est une technique qui est encore qu'on met Expérimentale, enfin en cours d'évaluation. si ça ne fonctionne pas, quelle possibilité elle aura dans ce cas-là, après les traitements? Si elle a encore un fonctionnement ovarien, on pourra tout à fait lui faire une FIV ou des inséminations intra-utérines. Après, si l'oncologue a donné le go pour la grossesse, nous, ce sont des couples qu'on traite, j'ai envie de dire un peu trivialement, de manière lambda. C'est un couple comme un autre et on fait avec ce qu'on a, même si la réserve ovarienne n'est pas très élevée, ça ne contre-indique pas le fait d'avoir recours à nos techniques d'assistance médicale à la procréation et un parcours comme n'importe qui. D'accord. On pourra tout à fait le faire. Ok. Alors, il nous reste quelques minutes. On va juste peut-être un tout petit peu élargir le sujet, parce que vous disiez que dans le cadre de votre observatoire, vous vous intéressiez à la fertilité, mais également aux troubles de la sexualité. Là, c'est pareil, il faut dire aux femmes qu'elles peuvent être accompagnées et qu'il y a des solutions à toutes ces problématiques de sécheresse vaginale, voire d'atrophie vaginale. Ouais. Oui, ça c'est vraiment un gros problème parce que j'ai envie de dire, surtout dans le cancer du sein, parce qu'après, si elles ne récupèrent pas leur cycle après la chimiothérapie, contrairement aux patients qui sont traités pour des leucémies ou des lymphomes, on a un gros arsenal thérapeutique pour lubrifier, rajouter les hormones qui manquent en fait. Dans le cancer du sein, c'est un tabou. On ne peut pas prescrire de traitement hormonal, en tout cas, ou par moment on peut, mais donc le problème est plus aigu. Et j'ai envie de dire que souvent, pour avoir écouté vraiment beaucoup les patientes, le cancer du sein, c'est un peu la double peine parce que ça atteint la féminité à tous les étages. Il y a un risque d'infertilité de par les traitements qui vont les guérir, mais
aussi un risque d'amputation un peu d'un signe extérieur de féminité. Les seins, symboliquement parlant, c'est important. La fertilité, deuxième symbole de la féminité, et la sexualité qu'on ne peut pas substituer avec une sécheresse vaginale qui parfois est vraiment compliquée. Alors, il y a plein de choses qu'on peut proposer et nous, on est en discussion actuellement avec nos oncologues pour que, dans certains cas, on nous autorise quand même à faire des cures d'œstrogénothérapie locale au niveau du vagin pour améliorer la trophicité de la muqueuse, parce qu'il faut bien dire que tout ce qui est lubrifiant ou même les hydratants, c'est-à-dire tout ce qui est acide hyaluronique en canule ou en gel qu'on met dans le vagin, hydrater le vagin, je vais être franche, ça ne suffit pas pour avoir un rapport sexuel épanouissant. Ça reste sec et les patientes voient bien la différence par rapport à avant. Donc, on a, nous, une équipe de sexologues et de gynécologues qui testent des tas de choses, de réjuvénation vaginale avec des appareillages spécifiques, des injections d'acide hyaluronique dans les parois vaginales. Enfin, il y a des choses qui sont actuellement, enfin, nous, on s'appuie beaucoup sur les données de l'observatoire et ce que les patientes nous racontent. Moi, je croyais beaucoup dans les hormones ou les supports hormonaux ou les petits appoints qu'on met dans le vagin, mais force est de constater que c'est insuffisant. Donc, je voudrais vraiment qu'on développe d'autres choses pour ce confort-là, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est primordial. Alors là, comme on arrive à la fin du webinaire, encore une fois, je vous incite fortement à consulter notre site internet rosetirup.fr parce qu'on a listé un certain nombre de solutions. Donc, le docteur de Canter vient de le dire, les lasers, les injections d'acide hyaluronique, etc. Alors, la grosse problématique, c'est que tout ça, c'est pas remboursé. Donc là, c'est là où on intervient également en tant qu'association de patients, c'est qu'on est en train de faire des plaidoyers pour obtenir également le remboursement de ces traitements pour des femmes qui ont des cancers hormonodépendants et qui ne peuvent pas avoir des crèmes à base d'hormones qui, elles, sont remboursées par la sécurité sociale. Donc, j'en profite pour dire que c'est là qu'on a aussi besoin de vous, puisque notre association fonctionne grâce à vos dons et à vos adhésions. Donc, si vous voulez supporter nos actions, n'hésitez pas à adhérer à RoseUp. Voilà, on arrive au bout de notre webinaire. Merci encore, docteur, pour avoir répondu Merci à vous. clair à toutes ces questions. Ce webinaire sera mis en ligne chaîne YouTube dans les jours et les semaines à venir. Donc, vous pourrez le revoir et le voir et le revoir quand vous le souhaitez. Merci encore, docteur. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.